Notre planète. Une sphère d'un bleu à couper le souffle et d'un blanc tourbillonnant, suspendue dans l'obscurité silencieuse et parsemée d'étoiles de l'espace. De ce point de vue, elle apparaît sereine, un joyau tranquille dans le vaste océan cosmique. Mais cet extérieur placide dissimule une histoire de violence inimaginable, de transformation profonde et d'une volonté inébranlable de perdurer. Ce n'est pas seulement un rocher en orbite autour d'une étoile. C'est une entité vivante et respirante dont l'histoire remonte à 4,5 milliards d'années. Une saga de feu et de glace, de cataclysmes et de création, et de la ténacité de la vie face à des obstacles impossibles. Nous sommes sur le point d'entreprendre un voyage à travers son histoire épique. Nous remonterons au tout début, à une époque avant le temps tel que nous le connaissons, pour assister à la naissance chaotique de notre monde à partir d'une nébuleuse tourbillonnante de gaz et de poussière. Nous nous tiendrons sur les rives des océans primordiaux, sous un ciel aux teintes étranges, et nous sentirons le sol trembler alors que les continents s'entrechoquent et que les montagnes s'élèvent. Cette histoire est gravée dans chaque roche, chaque canyon, chaque os fossilisé. C'est un récit de changement constant, où des mondes entiers se sont élevés et sont tombés bien avant le nôtre. C'est l'histoire ultime de la survie, une chronique de la façon dont ce monde unique et précieux est devenu un havre de vie dans un univers apparemment indifférent. Au cours de notre voyage, nous explorerons 9 chapitres cruciaux de la grande autobiographie de la Terre. De sa formation infernale et du bombardement incessant venu de l'espace, jusqu'à l'aube de la vie elle-même dans les eaux profondes et sombres. Nous verrons la planète s'étouffer avec son propre air, pour renaître ensuite dans une atmosphère riche en oxygène, ouvrant la voie à des géants pour qu'ils parcourent sa surface. Nous verrons des empires de vie atteindre des sommets inimaginables et être réduits à néant en un clin d'œil géologique. Chaque chapitre témoigne de l'incroyable résilience de la planète et de sa capacité de renouvellement, un cycle de destruction et de renaissance qui se poursuit encore aujourd'hui. C'est plus qu'une simple leçon d'histoire. C'est une invitation à comprendre notre propre place dans ce drame ancien et en constante évolution. Alors que nous naviguons à travers ces époques d'évolution planétaire, nous vous encourageons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quel chapitre de l'histoire de la Terre vous fascine le plus? Quels moments de cette grande saga vous remplissent d'admiration? Rejoignez-nous maintenant, alors que nous remontons l'horloge cosmique et commençons au tout début. C'est l'histoire de notre foyer, une histoire de survie, de chaos et de glorieuse renaissance. C'est la saga épique de la Terre. Avant la Terre, avant le Soleil, il n'y avait que l'obscurité froide et diffuse de l'espace interstellaire. Mais ici, dans un coin tranquille de la galaxie de la Voie lactée, un vaste et ancien nuage de gaz et de poussière, une nébuleuse stellaire, commença à s'agiter. Pendant des millions d'années, il a dérivé, un fantôme silencieux d'étoiles explosées, riche des éléments bruts de la création. La gravité, l'architecte patiente et implacable du cosmos, commença son œuvre. Elle attira ces particules éparses, les chuchotant dans une lente et majestueuse spirale, un ballet cosmique de grains et d'atomes infinitésimaux attirés vers un centre commun. Ce rassemblement ne fut pas un processus doux. Alors que le nuage s'effondrait vers l'intérieur, la pression en son cœur commença à atteindre des niveaux inimaginables. La douce spirale s'accéléra, devenant un disque incandescent de matière en rotation, un disque protostellaire de plus de 100 milliards de kilomètres de diamètre. En son cœur, une nouvelle étoile s'allumait. L'intense chaleur et les forces gravitationnelles entraînèrent la fusion des atomes d'hydrogène, libérant un torrent d'énergie qui deviendrait notre Soleil. Ce four stellaire, brûlant désormais d'une fureur juvénile, balaya le disque environnant de vents solaires féroces, emportant les gaz plus légers et laissant derrière les éléments plus lourds, formant des roches. Ces éléments, forgés au cœur d'étoiles mortes depuis longtemps, étaient les graines des mondes. Des grains de poussière, pas plus gros que des grains de sable,
commencèrent à s'agglomérer sous l'effet des forces électrostatiques. Ces agglomérats se transformèrent en cailloux, les cailloux en rochers, et les rochers en planétésimaux d'1 kilomètre de large, les éléments constitutifs des planètes. Pendant des millions d'années, ce chantier cosmique fut un chaos de démolition. D'innombrables planétésimaux tourbillonnaient dans le disque, leurs orbites se croisant, entraînant une série constante et violente de collisions. Chaque impact était un acte créatif, fusionnant des corps plus petits en des corps de plus en plus grands. De ce maelstrom de débris cosmiques, un vainqueur commença à émerger sur la 3e orbite du jeune Soleil. Une protoplanète, par une combinaison de chance et d'avantages gravitationnels, grandit plus vite que ses rivales. Elle aspira le matériau environnant, son attraction gravitationnelle devenant de plus en plus dominante, déblayant un chemin dans le disque. C'était une sphère de roche en fusion, un orbe incandescent de magma liquide brûlant à des milliers de degrés. Ce n'était pas encore la Terre telle que nous la connaissons, mais son embryon féroce et incandescent. Un monde infernal, rougeoyant dans l'éclat de son étoile parent. Une planète était en train de naître. La jeune Terre était un monde de feu. Sa surface n'était pas solide, mais un océan global de magma en fusion, constamment agité par des courants de convection et bombardé par les débris restants de la formation du système solaire. Il n'y avait pas de terre, pas d'eau, pas d'air, seulement la chaleur brûlante de la roche liquide sous un ciel épais de poussière étouffante et de minéraux vaporisés. Le concept même de jour était étranger. La planète tournait à une vitesse vertigineuse, peut-être effectuant une rotation complète en aussi peu que 6 heures, créant un flou perpétuel et nauséabond de lumière et d'ombre du soleil naissant. La violence était loin d'être terminée. Le système solaire était encore un endroit bondé et dangereux. Le champ gravitationnel de la jeune Terre, désormais une force formidable, agissait comme un aimant cosmique, attirant un barrage incessant d'astéroïdes et de planétésimaux. Chaque impact était une explosion d'une ampleur inimaginable, creusant de vastes cratères dans l'océan de magma et projetant des roches en fusion à des milliers de kilomètres dans le vide. Ces collisions ajoutèrent de la masse et, surtout, une énergie immense à la planète, maintenant sa surface dans un état liquide perpétuel, un chaudron de fureur élémentaire qui empêchait toute formation de croûte. Parmi ces innombrables collisions, l'une était destinée à changer notre monde pour toujours. Un autre objet de la taille d'une planète, une protoplanète de la taille approximative de Mars aujourd'hui, était sur une trajectoire de collision catastrophique. Les scientifiques lui ont donné un nom, Theia. Elle ne frappa pas la Terre de plein fouet, mais porta un coup colossal et rasant. L'impact fut l'événement le plus violent de l'histoire de notre planète. L'énergie libérée était des trillions de fois supérieure à celle de toutes nos armes nucléaires combinées, vaporisant instantanément le noyau de fer de Theia et une partie significative du manteau de la Terre. L'onde de choc traversa la planète en fusion, la brisant presque. Un nuage de roches et de métal surchauffé, un mélange de terre et de Theia, fut projeté en orbite autour du monde blessé. Pendant un temps, la Terre a pu avoir un anneau, une bande lumineuse de débris encerclant son équateur. Mais la gravité, une fois de plus, reprit le contrôle. Au fil des milliers d'années, cet anneau de roches vaporisées commença à se coalescer. Les particules s'agglomérèrent, devenant de plus en plus grandes, jusqu'à ce qu'une unique et massive sphère soit formée. C'était notre compagnon, notre attendant constant, né de l'impact le plus violent imaginable. La Lune avait été créée. La naissance de la Lune eut des conséquences profondes et durables pour la jeune Terre. Son attraction gravitationnelle commença immédiatement à agir comme une ancre stabilisatrice. Avant cela, l'axe de rotation de la Terre était probablement chaotique et instable, oscillant violemment sur son voyage autour du Soleil. La gravité de la Lune maîtrisa cette oscillation, donnant à notre planète une inclinaison axiale stable. Cette stabilité deviendrait, des milliards d'années plus tard, le fondement de saisons prévisibles, un facteur crucial dans le développement de la vie complexe. La danse entre la Terre et son nouveau satellite avait commencé, un partenariat gravitationnel qui allait façonner l'avenir de notre monde. La Lune était aussi beaucoup
beaucoup plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui, orbitant peut-être à une distance de seulement 25 000 km, une simple fraction de sa position actuelle. Elle aurait paru monstrueuse dans le ciel, plus de 15 fois plus grande qu'elle ne nous apparaît. Son immense force gravitationnelle exerçait une puissante attraction de marée, non pas sur des océans d'eau, qui n'existaient pas encore, mais sur le vaste océan de magma. Cela créait des marées colossales de roches en fusion, des vagues de centaines de mètres de haut qui balayaient la surface de la planète, un rappel constant et agité de la présence et du pouvoir de la Lune. Ce frottement de marées incessant, combiné à la chaleur de la désintégration radioactive continue dans le noyau et à l'énergie des impacts plus petits et continus, maintint la Terre dans son état de fusion pendant des millions d'années. La planète était un monde en différenciation. Des éléments plus lourds, comme le fer et le nickel, coulaient sous leur propre poids à travers le magma liquide, migrant vers le centre. Ce processus, connu sous le nom de différenciation planétaire, forma le noyau métallique dense de la Terre. Les matériaux silicatés plus légers, quant à eux, flottaient vers le haut, destinés à former le manteau et, éventuellement, la croûte. Notre planète s'organisait, structurant son intérieur en les couches distinctes que nous connaissons aujourd'hui. Lentement, imperceptiblement, la fréquence des impacts massifs commença à diminuer à mesure que la Terre et les autres planètes nettoyaient leurs orbites des débris majeurs. La chaleur de ces collisions diminua, et pour la première fois, la surface de la planète commença à rayonner son immense chaleur dans l'espace plus rapidement qu'elle n'était générée. L'océan de magma commença à refroidir. Une fine et fragile pellicule de roches basaltiques sombres commença à se former à la surface pour être brisée par des impacts ou engloutie par le magma remontant d'en bas. Mais c'était un début. La naissance ardente touchait à sa fin et un nouveau chapitre, plus sombre mais non moins violent, était sur le point de commencer. Au moment où la Terre commençait à refroidir, alors que la première croûte fragile commençait à se solidifier à sa surface, le système solaire déchaîna une dernière et terrible tempête. Ce n'était pas une tempête de vent ou de pluie, mais de roches et de glace déferlant des profondeurs obscures de l'espace. Les astronomes appellent cette période le grand bombardement tardif. Pour des raisons encore mal comprises, les géantes planètes extérieures, Jupiter et Saturne, ont modifié leurs orbites. Cette perturbation gravitationnelle a envoyé une cascade d'astéroïdes et de comètes de l'extérieur du système solaire s'engouffrer vers l'intérieur, transformant les planètes intérieures en un stand de tir cosmique. Pendant plus de 150 millions d'années, la Terre fut soumise à un siège incessant. Ce fut une période d'une violence inimaginable, dépassant de loin l'intensité des impacts précédents. Des astéroïdes, certains de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, frappèrent la planète avec une fréquence terrifiante. Chaque impact libérait plus d'énergie que des millions d'éruptions volcaniques, creusant des cratères de la taille de continents dans la jeune et fragile croûte. La surface devint un enfer criblé de cratères, une toile de cicatrices superposée, constamment remodelée par cette artillerie céleste. Toute croûte naissante qui avait réussi à se former était instantanément pulvérisée, fondue et reformée. Le ciel aurait été un spectacle terrifiant, non pas bleu, mais un linceul brumeux et poussiéreux, perpétuellement illuminé par les traînées incandescentes des météoroïdes entrants. Les nuits n'auraient offert aucune paix. Seulement l'éclat constant des impacts lointains à l'horizon, illuminant momentanément le paysage dévasté. Le sol lui-même aurait tremblé sans cesse, un frisson profond et résonnant dû au barrage incessant. Le son aurait été un rugissement assourdissant et continu d'explosions, d'ondes de choc et de craquements de la fine peau de la planète. C'était un environnement totalement hostile à la notion de stabilité et encore moins à la vie. Pourtant, au milieu de cette pluie apocalyptique, les graines d'un nouveau monde étaient en livrée. Ces projectiles n'étaient pas seulement de simples roches stériles. Les comètes, de grandes boules de neige sales venues de l'extérieur du système solaire, étaient riches en eau gelée. Les astéroïdes, eux aussi, contenaient des molécules d'eau enfermées dans leur structure minérale.
À chaque impact cataclysmique, cette eau extraterrestre était vaporisée, projetée dans le ciel sous forme de vapeur surchauffée. Une nouvelle substance, étrangère au monde en fusion du passé, commençait à s'accumuler dans l'atmosphère primitive et poussiéreuse. Ce bombardement, agent de pure destruction, était paradoxalement aussi un système de livraison, apportant l'ingrédient le plus vital pour la vie. Le bombardement se poursuivait, une pluie cosmique incessante. À chaque impact cométaire, de vastes quantités de glace d'eau étaient instantanément vaporisées en vapeur. Cette vapeur, ainsi que d'autres gaz libérés par les impacts et par l'intérieur de la planète via l'activité volcanique, commençaient à former la première véritable atmosphère de la Terre. Elle ne ressemblait en rien à notre ère actuelle. C'était une épaisse et lourde couverture de vapeur, de dioxyde de carbone, d'azote et de composés nocifs comme le méthane et l'ammoniac. C'était un mélange toxique et suffocant qui serait instantanément mortel pour toute forme de vie que nous connaissons. Cette atmosphère dense et remplie de vapeur créait un intense effet de serre, piégeant la chaleur de l'intérieur en fusion de la planète et les rayons du soleil. La température de surface, même pendant le bombardement, restait incroyablement élevée. La pression atmosphérique était immense, peut-être 100 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Dans de telles conditions, l'eau ne pouvait pas exister sous forme liquide à la surface. C'était un monde enveloppé dans un sauna perpétuel à l'échelle planétaire, une brume vaporeuse où la limite entre le ciel et le sol était brouillée par la chaleur et la vapeur. Mais à mesure que le grand bombardement tardif commençait à s'atténuer, la fréquence des impacts géants et stérilisateurs de planètes diminuait. La principale source de nouvelle chaleur diminuait. Pour la première fois, la Terre pouvait commencer à se refroidir de manière plus durable. Au cours de milliers d'années, la température de surface chuta lentement. Elle descendit progressivement, dépassant le point d'ébullition de l'eau sous l'immense pression atmosphérique. Un seuil critique était sur le point d'être franchi. La colossale quantité de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère, apportée par d'innombrables comètes et astéroïdes, était prête à opérer une transition. Et puis, il commença à pleuvoir. Ce n'était pas une douce averse, mais un déluge aux proportions bibliques, à l'échelle planétaire. Une pluie chaude et acide tomba des épais nuages, non pas pendant des jours ou des semaines, mais pendant des siècles, peut-être même des millénaires. Ce fut la plus grande averse que le monde ait jamais connue. L'eau, encore proche du point d'ébullition, tombait sur la croûte basaltique chaude et noire, sifflant et fumant, creusant des canaux et des ravines dans la roche volcanique. C'était une pluie qui ne s'arrêterait pas tant que les cieux ne se seraient pas vidés et que les grands bassins du monde brisé ne seraient pas remplis. La grande pluie tomba sur un paysage de cratères. Les plus grands bassins d'impact, cicatrices laissées par les collisions les plus puissantes du bombardement, devinrent les points de collecte naturels de ce déluge. Pendant des siècles, la pluie chaude s'est déversée et lentement, inexorablement, ces vastes dépressions ont commencé à se remplir. L'eau, initialement une couche peu profonde et fumante au fond des cratères, devint de plus en plus profonde, année après année. Le déluge incessant continua jusqu'à ce que les bassins débordent, se déversant les uns dans les autres, fusionnant pour former les premiers océans primitifs à la surface de la Terre. Ce n'étaient pas les océans bleus et paisibles que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient chauds, acides et d'une couleur vert-olive maladive, due au fer dissous de la croûte terrestre. Ils bouillonnaient et s'agitaient sous l'atmosphère lourde et riche en dioxyde de carbone. La Lune, encore beaucoup plus proche de la Terre, exerçait une force de marée monstrueuse sur ces nouvelles masses d'eau. D'énormes marées, peut-être de plusieurs centaines de mètres de haut, auraient balayé le globe à des vitesses terrifiantes, balayant les jeunes côtes et remuant les nouveaux océans jusqu'à leur profondeur. C'était un monde aquatique, sauvage, violent et étrange. L'eau étant maintenant installée dans les océans, l'atmosphère commença à changer. Les vastes quantités de vapeur d'eau furent retirées de l'air, réduisant considérablement l'effet de serre.
L'atmosphère s'amincit et la planète se refroidit davantage. Ce qui restait était un ciel dominé par l'azote et le dioxyde de carbone, avec des traces de méthane et d'ammoniac. Il n'y avait pratiquement pas d'oxygène libre. Le ciel n'aurait pas été bleu, mais probablement d'un orange pâle ou d'un brun rougeâtre, filtré par une brume de composés carbonés. Sous ce ciel étrange, les premiers continents, de petites îles volcaniques de roches granitiques, commencèrent à émerger de l'océan vert global. La Terre était maintenant un monde aquatique, une planète de vastes océans chauds et d'îles volcaniques éparses. La surface était enfin stable, le bombardement avait cessé, les océans s'étaient formés et une atmosphère primitive était en place. La planète, née du feu et forgée sous une pluie d'astéroïdes, avait survécu à sa jeunesse violente. C'était encore un endroit rude et inhospitalier, mais la scène était maintenant prête. Les ingrédients essentiels étaient présents, un corps planétaire stable, une abondance d'eau liquide et une riche source de chimie du carbone. Le rideau était sur le point de se lever sur le prochain acte, et peut-être le plus extraordinaire de l'histoire de la Terre, l'aube de la vie. Après une violence intense, un calme profond descend sur la jeune Terre. Le bombardement incessant s'apaise, et la planète en fusion commence à refroidir. Sa surface, exposée à l'espace, commence à perdre sa chaleur, formant une croûte sombre. Les volcans entrent en éruption, libérant de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et d'autres gaz. Ce dégazage est la première grande exhalaison de la Terre. Le paysage est un panorama de roches noires sous un ciel épais et brumeux. L'air est dense et irrespirable. L'atmosphère devient plus dense, remplie de vapeur d'eau, créant un effet de serre à l'échelle planétaire. Le monde est perpétuellement voilé de nuages. À mesure que la planète se refroidit, l'atmosphère atteint un point de bascule. La vapeur d'eau commence à se condenser, formant des gouttelettes microscopiques. Les nuages commencent à se former. La première goutte de pluie tombe, annonciatrice d'une tempête qui durera des millénaires. Une averse devient un déluge. Les cieux semblent se déchirer, libérant les océans. Pendant des milliers d'années, il pleut. Lentement, l'eau commence à gagner, formant des flaques et des lacs. Des rivières creusent des canaux dans la roche. Elles se rassemblent dans les dépressions, formant le premier océan global. La Terre est maintenant un monde aquatique. Un océan peu profond couvre presque toute la surface, interrompu par des îles volcaniques. L'eau est d'un vert trouble, riche en fer dissous. L'atmosphère a été modifiée, composée d'azote, de dioxyde de carbone et de méthane. C'est toujours un mélange toxique, dépourvu d'oxygène libre. Le ciel est orange, brumeux ou rose-beige. Des cheminées hydrothermales crachent de l'eau surchauffée et chargée de minéraux. Ces fumeurs noirs sont des oasis d'énergie chimique. Ces environnements produisent des molécules organiques complexes. L'éon AD1 cède la place à l'archéen, un monde stabilisé mais étrange. Toutes les matières premières sont en place. La scène est maintenant prête. Une étincelle est sur le point de s'allumer dans l'obscurité. Dans les mers chaudes et peu profondes, et autour des cheminées volcaniques profondes de la jeune Terre, une danse silencieuse de la chimie est en cours. L'océan est un bouillon complexe grouillant de produits chimiques dissous. Carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre, les éléments essentiels à la vie. Brassés par les courants et dynamisés par les éclairs et la chaleur volcanique, ces éléments commencent à former des arrangements plus complexes. De simples molécules inorganiques se combinent pour former les premières molécules organiques. Les acides aminés et les nucléotides commencent à s'accumuler. Ces molécules, l'alphabet même de la vie, se forment de manière aléatoire et abondante dans tous les océans. Ce lent processus d'évolution chimique est le fondement essentiel de la biologie. Pour que la vie commence, ces molécules doivent être concentrées et protégées. Les minéraux argileux ont peut-être joué un rôle crucial, piégeant et protégeant les molécules organiques, les encourageant à se lier pour former des chaînes plus longues. Une autre arène prometteuse est celle des systèmes de cheminées hydrothermales,
où la rencontre de l'eau chaude et riche en minéraux et de l'eau océanique plus froide crée une source d'énergie naturelle. C'est dans de tels recoins protégés et riches en énergie que les premières molécules autoréplicatives ont pu se former. L'émergence d'une molécule autoréplicative, probablement l'ARN, est l'événement central qui sépare le simple chimique du véritablement biologique. C'est l'aube de la sélection naturelle, agissant non pas sur les organismes, mais sur les molécules elles-mêmes. La prochaine grande innovation est le développement d'un contenant, une membrane simple. Si une molécule d'ARN autoréplicative devait être piégée à l'intérieur de l'une de ces vésicules lipidiques, elle en tirerait un avantage considérable. C'est la protocellule, la première entité primitive qui commence à ressembler à une cellule vivante. De ces humbles protocellules émerge la première vraie vie, les derniers ancêtres communs universels ou LUCA. Ce sont des organismes unicellulaires, des prokaryotes indéniablement vivants. Pour la première fois, la Terre est désormais une entité biologique. La planète est vivante. Ces premières formes de vie, les chimio-autotrophes, habitent les océans sombres et profonds, tirant leur énergie des réactions chimiques. Pendant des millions d'années, ce sont les seuls habitants de la Terre. La planète est maintenant fondamentalement changée. Avant la vie, la Terre était régie par la physique et la chimie. Maintenant, une nouvelle force a été introduite, la biologie. La planète n'est plus un rocher stérile, elle a une biosphère florissante. C'est une transformation d'une signification cosmique. L'éveil est complet. Pendant près d'1 milliard d'années, la vie est restée dans l'ombre, alimentée par l'énergie chimique des profondeurs de la Terre. Mais une innovation révolutionnaire était à l'horizon, une qui allait exploiter la source d'énergie la plus abondante disponible, le Soleil. Certaines des bactéries primitives, ayant migré vers les eaux moins profondes et ensoleillées, ont développé une nouvelle capacité remarquable. Grâce à une série d'étapes évolutives, elles ont conçu un nouveau type de molécule, la chlorophylle. Ce pigment leur a permis de capter l'énergie des photons provenant du Soleil et de l'utiliser pour alimenter leur métabolisme. C'était la naissance de la photosynthèse, et cela allait changer le monde pour toujours. Les premiers organismes photosynthétiques n'étaient pas des plantes, mais des bactéries unicellulaires connues sous le nom de cyanobactéries, souvent appelées algues bleues. Elles utilisaient la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone abondant dans l'atmosphère pour créer des sucres pour l'énergie. C'était une façon incroyablement efficace de subsister, et ces nouveaux organismes avaient une source d'énergie pratiquement illimitée. Elles pouvaient prospérer partout où les rayons du soleil pouvaient pénétrer l'eau trouble, et elles ont commencé à proliférer à une échelle sans précédent. Elles ont formé de vastes tapis visqueux dans les mers côtières peu profondes, des colonies si étendues qu'elles auraient été visibles depuis l'espace. Ce sont ce qu'on appelle les stromatolites. Ces stromatolites, des structures stratifiées construites par les cyanobactéries, comptent parmi les plus anciennes structures fossiles à grande échelle sur Terre. Les bactéries formaient un tapis fin et collant sur le fond marin. Les sédiments s'y déposaient et y adhéraient, et les bactéries poussaient ensuite à travers les sédiments pour former une nouvelle couche cherchant la lumière. Au fil des milliers d'années, ce processus a construit des monticules rocheux stratifiés en forme de dôme qui sont conservés dans les archives géologiques jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les monuments silencieux d'une prise de contrôle biologique mondiale, l'empreinte architecturale des premiers grands générateurs d'énergie solaire de la planète. Mais ce nouveau processus ingénieux de photosynthèse avait un sous-produit, un gaz résiduel qui était, pour la vie de l'époque, un poison mortel. Pour chaque molécule de dioxyde de carbone consommée, une molécule d'oxygène était libérée. Pour la première fois, d'importantes quantités d'oxygène libre, de O2, étaient pompées dans l'environnement. Pour les cyanobactéries, ce n'était qu'un échappement. Pour le reste de la vie anaérobie sur Terre, la grande majorité des organismes qui avaient évolué dans un monde sans oxygène, c'était un polluant corrosif et toxique. Une crise environnementale au ralenti commençait, une qui allait se dérouler sur des centaines de millions d'années.
Pendant des millions d'années, l'oxygène produit par les cyanobactéries, en pleine croissance, ne s'est pas accumulé dans l'atmosphère. Au lieu de cela, il était immédiatement absorbé par l'environnement. Les océans étaient saturés de fer dissous, un héritage de la formation de la planète. Lorsque l'oxygène bouillonnait à travers l'eau, il réagissait avec ce fer, le faisant rouiller. Le fer précipitait de l'eau de mer, coulant au fond de l'océan sous forme d'oxyde de fer. Ce processus s'est produit à une échelle colossale, une réaction chimique à l'échelle planétaire qui atteint les océans et déposé de vastes gisements sur le fond marin. Ce fut la grande rouille de la Terre. Sur d'immenses étendues de temps géologiques, après l'extinction du Permien, le silence s'abattit sur la Pangée. Le monde attendait une nouvelle vie. Des survivants s'accrochaient à l'existence. La vie trouva un moyen de se diversifier. De lignées résilientes, une nouvelle dynastie émergea. Il s'agissait des archosaures, dont les descendants allaient dominer la planète, préparant le terrain pour une ère d'ampleur et de majesté. Le Trias apparut, une période de rétablissement. Le climat était chaud et sec, la vie commença à reconquérir la Terre. Les fougères et les conifères formèrent les fondations de nouveaux écosystèmes. Au sein de ces paysages, les premiers dinosaures firent leurs premiers pas. Des créatures comme l'Éoraptor étaient au départ modestes. Pourtant, ils possédaient des adaptations clés, une posture bipède efficace et un métabolisme élevé, ce qui s'avérerait être leur avantage ultime. Ces premiers pionniers n'étaient que le début. Au fur et à mesure que le Trias avançait, la Pangée commença à se fracturer, sa masse terrestre se fragmentant pour former les continents que nous connaissons aujourd'hui. Les dinosaures saisirent de ces opportunités avec rapidité. Ils se diversifièrent en une multitude de formes. Ce fut une prise de contrôle mondiale par un groupe extraordinaire d'animaux. Le monde qu'ils dominaient était fait de jungles luxuriantes et de vastes plaines ouvertes. De gigantesques fougères arborescentes formaient des forêts denses, offrant une abondance infinie à un nouveau type de géant, l'herbivore. Ce fut le véritable début de l'ère mésozoïque, l'âge des dinosaures. Pendant plus de 150 millions d'années, ils furent les maîtres de notre monde. La période jurassique évoque des images d'un monde peuplé de titans. C'est à cette époque que les dinosaures atteignirent leurs proportions les plus colossales. Les sauropodes étaient les rois incontestés de ce monde gigantesque. Des créatures comme le brachiosaure et le diplodocus se déplaçaient en grands troupeaux à travers les plaines. Maintenir de si énormes corps nécessitait une recherche incessante de nourriture. Leur long cou leur permettait de brouter les hautes canopées des forêts de conifères. Leur présence a profondément façonné le paysage. Ils n'étaient pas seulement des habitants de leur environnement, ils en étaient des architectes. Mais ce monde de géants n'était pas un monde pacifique. Là où il y a des herbivores, il doit aussi y avoir des carnivores. L'allosaure était le prédateur suprême de son temps. Chassant en meute, ils étaient capables d'abattre des sauropodes plusieurs fois leur taille. Ce fut le zénith de leur règne. Des dinosaures de toutes formes et de toute taille parcourèrent la Terre. Un témoignage vibrant et puissant de leur succès. Ce monde en mutation vit l'ascension du tyrannosaure Rex, avec une force de morsure capable d'écraser des os. De vastes rassemblements d'hadrosaures à bec de canard migraient à travers les plaines côtières. Le Tricératops affrontait le tyrannosaure dans des confrontations épiques. De massives éruptions volcaniques commencèrent à rejeter gaz et cendres dans l'atmosphère. Ces éruptions empoisonnèrent l'air et altérèrent le climat. Les fondations du monde des dinosaures commençaient à se fissurer. Au loin, un voyageur approchait. Un messager de malheur de 6 miles de large était sur le point de mettre fin à l'ère des géants. Le rideau était sur le point de tomber. Il est arrivé sans crier gare. Il est entré dans l'atmosphère à une vitesse incroyable. Un éclair silencieux et brillant, annonçant la fin d'une ère. L'impact fut un événement d'une violence inimaginable. L'astéroïde a frappé la péninsule du Yucatan. En un instant, un cratère massif a été creusé dans la croûte terrestre.
Une secousse sismique a parcouru la planète, déclenchant des éruptions volcaniques et des tsunamis colossaux. Le monde a été plongé dans l'obscurité, alors qu'un épais voile de suie et de poussière bloquait le soleil. La photosynthèse a cessé et la base de la chaîne alimentaire s'est effondrée. Le règne des dinosaures s'est éteint en un clin d'œil géologique. L'effondrement du réseau alimentaire a été rapide. C'était un monde fait uniquement pour les petits et les ingénieux. Ils étaient les héritiers d'une planète brisée, ignorant que de leurs humbles rangs, un nouveau monde finirait par naître. Lentement, la poussière a commencé à retomber. Le froid a commencé à reculer. Mais elle n'était pas morte. Les premières à reconquérir le sol stérile furent les fougères. Pour les petits mammifères nocturnes, ce fut leur aube. Cette nouvelle ère deviendrait l'ère des mammifères. Le cataclysme qui a mis fin à l'ère des dinosaures fut un événement d'une destruction presque inégalée. L'extinction des dinosaures fut la condition préalable nécessaire à notre propre émergence. La Terre avait traversé l'une de ses plus grandes épreuves et était maintenant prête pour le chapitre suivant. Après l'ère des reptiles, la Terre est entrée dans une nouvelle phase, une phase définie par l'avancée de la glace. Le climat de la planète a commencé une série d'oscillations dramatiques, les grandes ères glaciaires. De vastes calottes glaciaires continentales se sont formées, broyant les continents. Le monde était remodelé par le froid. La géographie de la planète était en train d'être réécrite. La cause était une interaction complexe de facteurs cosmiques et terrestres. Le monde est entré dans une période prolongée d'avancée et de recul glaciaire. La vie a dû s'adapter ou périr dans ce monde transformé. C'étaient des paysages rudes où la survie dépendait de nouvelles stratégies. Les animaux ont développé une fourrure épaisse et des comportements adaptés au froid glacial. Les mammifères se sont retrouvés dans un monde qui exigeait de l'endurance. Ils se sont diversifiés, remplissant des niches écologiques. De la minuscule musaraigne à l'imposant mastodonte, c'était leur époque. L'ère cénozoïque est à juste titre appelée l'âge des mammifères. Le monde résonnait des barrissements des mammouths. Parmi les plus impressionnants figurait la mégafaune du Pléistocène. C'étaient des créatures parfaitement adaptées au monde de l'ère glaciaire. Ces géants étaient des rois incontestés des plaines gelées. C'était leur adaptabilité et leurs comportements sociaux complexes. Leur cerveau gagnait en complexité. Les baleines ont évolué pour devenir les plus grands animaux ayant jamais vécu sur Terre. L'âge des mammifères était un phénomène mondial, préparant sans le savoir le monde à l'arrivée de son habitant le plus influent à ce jour. Alors que les forêts cédaient la place aux savanes ouvertes dans certaines parties de l'Afrique, certains primates ont été forcés de quitter leurs habitats arboricoles. Cette transition fut l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire de la vie. Ici, dans les vastes plaines, notre propre histoire commence. Se tenir debout fut le premier grand pas. Libérés de la locomotion, les mains sont devenues des instruments d'une dextérité inégalée. Nos lointains ancêtres ont commencé à utiliser des outils. Le façonnage délibéré de la pierre a marqué l'aube de la technologie. Ce nouveau mode de vie a propulsé l'évolution de notre cerveau. C'était une course à l'armement évolutive, menée avec intellect et ingéniosité. Il possédait une étincelle, une conscience grandissante et une capacité de coopération. Ils ont appris à maîtriser le feu. Ils commençaient à façonner leur environnement. L'humanité faisait ses premiers pas sur la scène mondiale. Armé du feu et d'outils, Homo sapiens a commencé un voyage sans pareil. D'Afrique, nous nous sommes répandus à travers le monde. Poussés par la curiosité et la nécessité, nous avons lentement peuplé la planète. Nous avons rencontré d'autres espèces d'hominidés comme les Néandertaliens. Nous avons rivalisé, coexisté et nous sommes métissés. Finalement, nous seuls sommes restés. Nous avons traversé le pont terrestre de Bering pour atteindre les Amériques et avons navigué les océans pour nous installer sur des îles lointaines. Homo sapiens est devenu la première espèce véritablement mondiale. L'époque humaine avait commencé. Nous sommes passés de la chasse à l'agriculture. Cela nous a permis de construire des établissements permanents et des villes. La spécialisation a émergé, menant à des sociétés plus complexes.
La vie égalitaire des chasseurs-cueilleurs a été remplacée par la civilisation. Nous avons remodelé la planète pour répondre à nos besoins. L'agriculture a alimenté une explosion démographique. Les villes, les empires et l'écriture sont nés. La révolution industrielle a déchaîné un torrent d'énergie. Elle a apporté richesse et progrès et un autre boom démographique. Mais ce pouvoir a eu un coût, la pollution et les dommages environnementaux. Nous avons déstabilisé les systèmes qui soutiennent la vie. Maintenant, à l'ère de l'information, nous avons les connaissances et la technologie pour changer de cap. Nous comprenons notre impact et pouvons forger une voie différente. Le chapitre final de l'époque humaine reste à écrire. D'un nuage tourbillonnant de poussière cosmique à une boule de feu en fusion, d'un monde submergé par un océan unique à une planète respirant la vie. Nous avons traversé 4,5 milliards d'années de la saga épique de la Terre. Nous avons été témoins des premiers frémissements de la vie dans la soupe primordiale, de l'ascension et de la chute des géants, du pouvoir implacable de la glace et de l'aube d'une espèce qui nommerait les étoiles et questionnerait sa propre existence. L'histoire de cette planète est celle d'une violence inimaginable et d'une beauté à couper le souffle, d'une destruction cataclysmique et d'une résilience incroyable. La Terre n'est pas une scène statique sur laquelle se déroule le drame de la vie. C'est un système vivant, respirant, dynamique, une danse complexe de roches, d'eau, d'air et de vie, tous interconnectés. Chaque créature, de la plus simple bactérie à la grande baleine bleue, a joué son rôle dans la formation de ce monde. Et maintenant, le rôle principal dans cette histoire continue nous appartient. Nos actions, nos choix, notre sagesse ou notre folie détermineront le cours de l'avenir de cette planète. Le pouvoir de créer et le pouvoir de détruire reposent désormais, pour la première fois, entre les mains de l'un de ses enfants. En regardant ce voyage immense, de la première cellule à la civilisation mondiale que nous avons bâtie, nous sommes rappelés à la fois de notre incroyable insignifiance face au temps géologique et de notre profonde signification en tant que gardiens actuels de ce monde. Nous sommes l'héritage de chaque supernova, de chaque impact d'astéroïdes, de chaque extinction et de chaque percée évolutive. Nous portons l'histoire de cette planète dans notre ADN même. Notre histoire est l'histoire de la Terre. C'est un héritage d'une immense merveille et une responsabilité d'un poids immense. La saga est loin d'être terminée. Que nous réserve le prochain chapitre? C'est la question à laquelle nous devons tous répondre maintenant. L'avenir de ce pâle point bleu, notre seul foyer dans l'immensité du cosmos, en dépend. Nous sommes la partie pensante, sentante et consciente de cette planète, et le stylo est entre nos mains. Les prochaines lignes de l'épopée de la Terre sont à nous d'écrire. Le voyage continue, et notre rôle ne fait que commencer.